De quelle pensée s'agissait-il, celle qui vient de traverser votre esprit? Nous avons l'habitude de considérer ce monologue intérieur comme une partie inséparable de nous-mêmes, une constante absolue de notre existence, le fondement même de notre individualité. Mais si cette voix n'était qu'une compilation minutieusement orchestrée d'idées étrangères, de peurs imposées et de désirs artificiellement instillés, que vous prenez à tort pour votre propre identité? La neurobiologie est depuis longtemps au seuil d'une découverte glaçante qui pulvérise le mythe anthropocentrique du libre arbitre. Ce que nous appelons fièrement un choix conscient n'est, dans la grande majorité des cas, qu'une rationalisation post-factum. Votre cerveau prend des décisions des millisecondes, et parfois même des secondes avant que la conscience n'enregistre ce fait. Vous ne prenez pas de décision en temps réel, vous recevez simplement un message neurochimique indiquant qu'elle a déjà été prise, accompagné de l'agréable illusion de votre propre paternité. L'illusion du « moi » est probablement le mécanisme de défense le plus sophistiqué créé par l'évolution. Il est conçu pour préserver notre psyché de l'horreur existentielle de prendre conscience de notre propre automatisation. Ne sommes-nous pas simplement des algorithmes biologiques complexes, exécutant aveuglément un code écrit par notre environnement? Chacune de vos positions politiques, chaque goût esthétique, chaque réaction émotionnelle a un stimulus à son architecte invisible. Nous fonctionnons dans un monde où l'attention humaine est devenue la ressource la plus chère et la plus convoitée, et la conscience s'est transformée en un champ de bataille incessant et silencieux. Si vous croyez sincèrement que vos convictions vous appartiennent exclusivement, essayez de retracer la genèse d'au moins l'une d'entre elles. Vous découvrirez inévitablement que de minces fils mènent à un titre savamment formulé, une phrase entendue par hasard, ou une campagne d'information méticuleusement planifiée qui s'est subtilement intégrée à votre vision du monde, y a pris racine et a mimé votre propre pensée. Considérons le scénario le plus banal du quotidien. Vous entrez dans un café, regardez le menu et commandez une boisson. Vous êtes absolument convaincu que c'est votre libre choix, dicté par votre goût unique et votre humeur du moment. Mais avez-vous déjà réfléchi à la manière dont cette humeur a été construite? Une musique au rythme précisément calibré de 60 battements par minute ralentit imperceptiblement vos mouvements, vous forçant à prolonger votre regard sur la vitrine. L'éclairage chaud et focalisé au-dessus des desserts les plus chers les rend visuellement plus attrayants, stimulant la production de salive à un niveau physiologique de base. L'arôme de vanille, synthétisé artificiellement et diffusé par un système de ventilation caché, active instantanément votre système limbique, induisant un faux sentiment de nostalgie, de sécurité et de confort. Même l'ordre des éléments dans le menu est conçu selon des principes rigoureux de biais cognitifs. L'effet d'ancrage, où l'option la plus chère est placée en premier, vous oblige à comparer tous les prix suivants de manière à avantager l'établissement, créant l'illusion d'un achat avantageux. Votre cerveau traite docilement ces stimuli invisibles, libère de la dopamine, et vous prononcez le nom de la boisson. Vous pensez que vous aviez envie de ce café. En réalité, vous avez été subtilement guidé jusqu'au point où tout autre choix serait devenu psychologiquement inconfortable. Il en va de même, mais à une échelle considérablement plus grande, à chaque seconde de votre interaction avec l'espace numérique. Chaque mouvement de doigt sur l'écran, chaque micro-pause de votre regard sur une photographie est enregistré, analysé et transformé en une arme contre votre propre autonomie. Les algorithmes ont depuis longtemps dépassé le stade de la simple prédiction de notre comportement et ils le construisent activement. En façonnant votre bulle d'information personnelle, des modèles mathématiques invisibles déterminent ce que vous craindrez demain, contre qui vous dirigerez votre colère, et ce que vous considérez comme une vérité incontestable. C'est une architecture de choix parfaite, où les murs sont absolument transparents, mais il est impossible d'en sortir simplement parce que vous ne soupçonnez même pas leur existence. Cette situation ne rappelle-t-elle pas celle d'un captif qui s'est si profondément intégré au système de son incarcération qu'il en est venu à considérer les murs de sa prison comme les limites de l'univers lui-même? Notre conscience n'est qu'une interface utilisateur simplifiée. Sa tâche principale est de dissimuler les processus de calcul extraordinairement complexes, souvent terrifiants, qui se déroulent incessamment dans l'obscurité du subconscient. Lorsque nous déclarons avec assurance « je veux, je crois, j'ai décidé », nous ne faisons qu'énoncer le résultat final d'une équation dont les variables ont été définies par quelqu'un d'autre. Briser cette illusion est douloureux,
car cela exige la reconnaissance de notre vulnérabilité fondamentale face à la machine colossale du programme social et technologique. Mais ce n'est qu'en remettant radicalement en question la souveraineté de nos propres pensées que l'on peut faire le tout premier, le plus difficile pas vers une véritable compréhension de la nature de notre esprit. Si nous ne sommes pas les auteurs de nos désirs, alors qui, ou quoi, tient réellement la plume avec laquelle s'écrit le scénario de notre vie? La réponse à cette question est cachée dans ces mêmes mécanismes qui, en cet instant précis, scannent, analysent et reformatent imperceptiblement votre réalité. Nous nous sommes habitués à considérer notre propre conscience comme un territoire souverain, une forteresse imprenable, le sanctuaire où naissent nos désirs les plus profonds, nos idéaux élevés et nos impératifs moraux. Pourtant, la réalité scientifique nous confronte à un scénario bien plus sinistre de notre existence. Ce que nous appelons fièrement « soi » n'est qu'une interface, une mince pellicule d'illusion, sous laquelle bouillonne un impitoyable dictat biochimique. Ne serions-nous pas de simples scaphandres biologiques, animés par des entités ayant évolué des milliards d'années avant l'apparition du premier hominidé? Descendez au niveau du tractus gastro-intestinal, dans les ténèbres du tréfonds humain. Là réside une armée d'1 billion de micro-organismes, dont le poids cumulé dépasse celui de notre cerveau. Il ne s'agit pas de symbiotes passifs, mais du gouvernement fantôme de notre physiologie. Le microbiome possède un génome propre, des centaines de fois plus vaste que le génome humain, et cette puissance génétique colossale est mobilisée pour la synthèse incessante de neurotransmetteurs. Plus de 90% de la sérotonine, cette molécule clé de notre bonheur, de notre sentiment de bien-être social et de notre sérénité, est produite par les bactéries intestinales, et non par les neurones de notre cerveau. Près de la moitié de la dopamine, notre principal moteur et source de l'anticipation de la récompense, provient de la même source. Lorsqu'une envie irrépressible pour un aliment spécifique vous assaille, s'agit-il vraiment de votre choix gastronomique personnel? Des données expérimentales révèlent que certaines souches bactériennes, avides de sucre ou de graisse, sont capables d'envoyer des signaux directs au cerveau via le nerf vague. Ce nerf agit comme une autoroute de l'information à grande vitesse, mais le flux y est majoritairement unidirectionnel, de l'intestin vers la boîte crânienne. Les bactéries altèrent l'activité des récepteurs gustatifs, provoquent la dysphorie et contraignent littéralement leur hôte à ingérer ce qui est indispensable à leur propre prolifération. Nous percevons cela comme une pulsion personnelle, ignorant que nous ne faisons qu'obéir à un ordre chiffré en impulsions chimiques. Notre humeur, notre niveau d'anxiété, notre capacité de concentration et même notre prédisposition à la dépression sévère, tout cela est inextricablement lié à la composition de notre microflore. L'éradication de certaines bactéries peut transformer une personnalité assurée en un être paranoïaque. Mais le microbiome n'est qu'une partie de l'équation dans cette architecture d'asservissement. L'autre rouage de cette machine de contrôle, le système endocrinien. Les hormones agissent comme des modificateurs globaux de la réalité, capables de réécrire nos coordonnées morales en temps réel. L'ocytocine est souvent idéalisée comme la molécule de l'amour et de l'attachement. Pourtant, la neurobiologie en dévoile le versant sombre, archaïque, hérité de l'évolution. Ce neuropeptide amplifie bel et bien l'empathie et la confiance, mais uniquement envers les membres de son propre groupe. Simultanément, il exacerbe brutalement l'agressivité, la méfiance et la xénophobie envers les étrangers. Pouvons-nous seulement parler d'une éthique objective si nos décisions de miséricorde ou de cruauté sont tributaires de la concentration fluctuante de quelques acides aminés dans notre hypothalamus? Penchons-nous sur l'impact du cortisol et de la testostérone sur le cortex préfrontal, cette zone du cerveau réputée pour le contrôle rationnel, la planification à long terme et la répression des impulsions animales. Lors des pics hormonaux violents, la connexion entre l'amygdale génératrice d'émotions primaires et les centres rationnels s'estompe physiquement. Le stress chronique reconfigure littéralement les réseaux neuronaux, contraignant le cerveau à privilégier la survie immédiate au détriment des dilemmes moraux complexes. La personnalité complexe et nuancée est instantanément réduite aux instincts primaires de domination ou de fuite. Les psychiatres légistes le savent depuis longtemps, un déséquilibre critique de certaines hormones mène statistiquement plus fréquemment à des actes de violence. La justice condamne l'individu, alors que l'acte d'agression est trop souvent initié par une biochimie temporairement déréglée. Où donc, dans ce maelstrom,
s'arrête la chimie et commence la véritable personnalité. Si nos sympathies sont façonnées par les microbes, l'agression dictée par les hormones, et notre capacité à la compassion rigoureusement régulée par les neuropeptides, que reste-t-il à la libre volonté? En observant cette danse incessante de molécules, il est impossible d'échapper à l'idée d'une perte totale de contrôle biologique. Nous sommes un écosystème complexe, un champ de bataille où des milliards de micro-organismes et de composés chimiques se disputent le privilège d'actionner le bon levier au sein de notre système nerveux. Chaque pas, chaque élan amoureux, chaque accès de rage ou acte d'abnégation est minutieusement orchestré et déclenché par des processus que l'on ne peut ni percevoir ni consciemment enrayer. L'illusion d'un contrôle absolu n'est maintenue par le cerveau que pour permettre à l'organisme de perdurer, sans sombrer dans la stupeur face à la pleine conscience de sa propre nature mécanique. Derrière les portes closes de notre conscience, il n'y a aucun commandant en chef suprême. Il n'y a qu'un océan sombre et pulsatile du microbiome et des tempêtes hormonales aveugles, qui projettent impitoyablement notre esprit contre les récifs de l'inéluctabilité biologique. Ne nous semble-t-il pas désormais que notre existence n'est qu'une projection cinématographique, un scénario écrit par les bactéries et les glandes, tandis que nous nous obstinons naïvement à nous croire les metteurs en scène? Nous touchons le verre lisse de nos écrans des centaines de fois par jour, croyant naïvement maîtriser le flux d'informations et avoir le doigt sur le pouls du monde. Pourtant, de l'autre côté de l'affichage se déroule un tout autre jeu, dont les règles sont écrites dans le langage de l'apprentissage automatique, et où les enjeux se mesurent en destins humains. Chaque glissement, chaque milliseconde d'attention prolongée sur une photographie, chaque like, ce n'est pas une simple action aléatoire. C'est une précieuse goutte de données qui nourrit l'architecture colossale du contrôle numérique. Ne sommes-nous pas témoins de la façon dont un outil de communication inoffensif a évolué pour devenir le mécanisme d'ingénierie sociale le plus sophistiqué de l'histoire? Les plateformes modernes ont depuis longtemps cessé d'être de simples vitrines pour l'échange de nouvelles ou de photos, elles se sont transformées en laboratoires invisibles et mondiaux où la conscience humaine elle-même est l'objet d'une expérimentation continue et impitoyable. Dans cette interaction asymétrique, d'un côté se trouve le cerveau humain avec ses vulnérabilités évolutionnaires, et de l'autre, des superordinateurs travaillant sans relâche pour exploiter ces vulnérabilités. Au cœur de cette architecture grandiose réside une compréhension profonde, quasi chirurgicale, de notre neurobiologie. L'évolution a appris à l'homme à rechercher de nouvelles informations pour sa survie, récompensant chaque recherche réussie par une microdose de dopamine, le neurotransmetteur de la motivation et du plaisir. Les géants technologiques ont piraté ce code biologique ancestral, transformant la curiosité naturelle en une boucle de dopamine infinie. La mécanique du fil d'actualité infini est consciemment copiée des machines à sous et repose sur le principe de la récompense imprévisible. Nous ne savons jamais avec certitude ce que le prochain mouvement du doigt apportera, une vidéo amusante, une nouvelle anxiogène qui fera battre le cœur plus vite, ou une approbation sociale sous forme de commentaires. Cette incertitude artificiellement créée maintient le système nerveux dans un état d'attente constante et épuisante, nous forçant à revenir à l'écran encore et encore, même lorsque nos yeux piquent et que notre esprit supplie de se reposer. Notre attention, notre capacité de concentration et même notre capacité à nous ennuyer ont été transformées en la ressource la plus précieuse de l'époque, une matière première extraite de notre psychisme sans notre consentement conscient, ne laissant derrière elle qu'un épuisement cognitif. Mais le maintien de l'attention n'est que la première étape, élémentaire, du fonctionnement de cette machine. La véritable et profonde transformation se produit lorsque les algorithmes commencent à façonner autour de nous une réalité personnalisée et hermétique. En analysant nos peurs cachées, nos préférences politiques et nos traumatismes psychologiques, l'intelligence artificielle crée une bulle informationnelle idéale pour chaque utilisateur. C'est un espace spécifique où chaque nouvelle, chaque publication et chaque recommandation ne fait que confirmer nos convictions préexistantes. Au début, cela crée une agréable illusion de confort et de sécurité, car le monde semble logique et tout le monde autour semble partager nos points de vue. Mais ne devenons-nous pas les prisonniers de notre propre reflet, enfermés dans une pièce au miroir déformant? Dans cet isolement numérique chaleureux, la pensée critique s'atrophie par inutilité. L'algorithme élimine les points de vue alternatifs non pas par une quelconque censure idéologique, mais par une froide optimisation mathématique de l'engagement. La machine apprend rapidement que la colère,
la radicalisation et l'indignation maintiennent l'utilisateur en ligne bien plus efficacement qu'une analyse calme et mesurée. Ainsi, la société se fragmente silencieusement en millions de réalités isolées qui n'ont plus de fondement commun de vérité objective, perdant la capacité au dialogue. L'aspect le plus glaçant de ce système réside dans sa capacité non seulement à prédire notre comportement, mais aussi à le modifier insidieusement à un niveau fondamental. Lorsque nous consommons pendant des années un contenu soigneusement sélectionné et pondéré par la machine, nos repères moraux, nos notions de normalité et nos objectifs de vie subissent une corrosion lente et irréversible. Il ne s'agit pas de la propagande grossière du siècle dernier, qui provoquait une résistance naturelle par son évidence et son caractère envahissant. Ce sont des glissements microscopiques et quotidiens dans la perception. L'algorithme sait précisément à quel moment de la journée nous sommes les plus vulnérables à la manipulation émotionnelle, quel déclencheur visuel nous pousse à nous sentir inférieurs, et quel mot suscite le désir d'acheter ou de haïr. Réduisant toute la complexité et la richesse du monde réel à des réactions binaires primitives, le système programme la vision du monde de l'être humain avec la même méthodologie qu'un ingénieur code un robot. Pouvons-nous, après cela, affirmer avec certitude que les pensées qui surgissent dans notre tête avant de dormir nous appartiennent réellement, et ne sont pas le résultat inéluctable d'un traitement algorithmique prolongé de notre conscience? Nous nous retrouvons pris dans un piège historique sans précédent, où le plus haut niveau de développement technologique s'accompagne d'une perte catastrophique d'autonomie cognitive. Les réseaux, créés dans le but utopique d'unir l'humanité, ont érigé les plus hautes murailles invisibles entre nous, utilisant l'architecture même de notre cerveau comme matériau de construction pour ces murs. Dans ce système de coordonnées, chaque émotion humaine est monétisée sans pitié, chaque faiblesse psychologique est méticuleusement cataloguée pour une utilisation future. Au lieu d'élargir les horizons de notre connaissance, l'écosystème numérique les rétrécit à la taille d'un écran de smartphone, offrant un substitut de vie brillant mais vide à la place d'une expérience authentique. Dans cette sombre obscurité cybernétique, où des algorithmes sans âme dictent le rythme de notre respiration informationnelle, se pose la question la plus terrifiante de la modernité: l'homme reste-t-il un sujet libre de son propre destin, lorsque sa réalité est réécrite chaque seconde par un code froid dont l'unique but est la maximisation du profit par un contrôle total et absolu sur la direction de notre regard? L'illusion de notre propre singularité est le mécanisme de défense le plus sophistiqué que la psyché humaine ait jamais forgé. Nous naissons avec un espace de perception absolument vide, mais dès les premières secondes de notre existence, des architectes invisibles de la société commencent à y télécharger un logiciel de base. Ce qu'il est convenu d'appeler le code culturel n'est en réalité qu'un ensemble d'algorithmes implacables qui définissent les frontières de notre monde. Dès les premières berceuses, dès les premiers contes de ce qui est bien ou mal, de héros et de parias, une cage invisible, mais d'une solidité inouïe, se dresse autour de notre conscience. Le langage par lequel nous apprenons à penser contient déjà en lui les hiérarchies cachées et les préjugés des générations passées. Nous ne savons pas encore marcher que la société implante déjà dans notre réseau neuronal les coordonnées de ce qui sera considéré comme un succès et de ce qui constituera une défaite fatale. Nos convictions les plus profondes ne sont-elles que l'écho de voix étrangères, que nous avons entendues si souvent durant l'enfance que nous avons fini par les prendre pour notre propre monologue intérieur? Examinons l'anatomie de nos rêves. Le désir de prestige, le triomphe professionnel, la famille idéalisée tout droit sortie d'un panneau publicitaire ou la consommation ostentatoire, s'agit-il vraiment de besoins organiques de la nature humaine? L'industrie du conditionnement social fonctionne de manière impeccable, car elle ne contraint pas à agir sous la menace de la violence physique. Son coup de maître réside dans le fait de faire en sorte que l'objet désire ardemment par lui-même ce qui est profitable au système. Le rêve de succès est méticuleusement construit dans les laboratoires de la culture de masse, finement emballé dans le cinéma, la littérature et les flux infinis des réseaux sociaux. Nous passons des décennies de notre vie, épuisons nos propres ressources biologiques, à courir après des mirages que quelqu'un d'autre a soigneusement placés sur notre horizon. La propagande moderne a depuis longtemps dépassé les slogans politiques primitifs. Aujourd'hui, c'est une hypnose sociale subtile, omniprésente, dissoute dans l'air même que nous respirons. Elle ne dicte pas seulement pour qui voter, mais aussi ce qui doit être considéré comme beau, qui haïr, de quoi rire et pour quelle cause se sacrifier.
Cette hypnose fonctionne grâce à la répétition incessante de schémas qui contournent habilement les barrières de la pensée critique et s'implantent directement dans le subconscient. La neurobiologie a prouvé depuis longtemps que notre cerveau nous récompense en dopamine pour l'approbation sociale. Le système connaît ce code d'accès et l'utilise, nous transformant en êtres dépendants des jugements extérieurs. Mais l'architecture du contrôle ne repose pas uniquement sur des stimuli artificiels et des désirs imposés. Son fondement le plus sûr est l'ingénierie de la peur. Nos phobies les plus profondes n'ont souvent aucun lien avec l'instinct naturel de survie. La peur de ne pas se conformer aux normes établies, la terreur nocturne du jugement public, la crainte panique de l'isolement social, ce sont des virus de l'esprit artificiellement cultivés. La société balise les limites du permis par des clôtures électriques invisibles, il suffit de s'écarter un tant soit peu du récit communément accepté pour que s'enclenche instantanément le mécanisme d'ostracisme social. En tant qu'êtres sociaux, nous sommes biologiquement programmés à redouter l'exclusion de la meute, et cette peur paralyse la volonté bien plus efficacement que n'importe quelle chaîne réelle. Chaque jour, nous prenons des milliers de décisions, croyant sincèrement en la liberté de notre propre volonté. Des moindres habitudes quotidiennes aux stratégies de vie globale, il nous semble que nous sommes aux commandes. Pourtant, chacune des options disponibles est préalablement filtrée par une censure invisible. On nous offre simplement l'illusion du choix dans les limites d'un menu strictement établi. Même toute rébellion contre le système n'est le plus souvent qu'une autre forme de comportement, déjà anticipée, que la société sait également monétiser et absorber, transformant la protestation en une nouvelle tendance éphémère. Jeter un regard derrière les coulisses de sa propre conscience, c'est prendre le risque d'y apercevoir le vide, là où nous avions l'habitude de voir notre « moi ». Quel pourcentage de notre personnalité nous appartient-il réellement ? Par les yeux de qui regardons-nous ce monde lorsque nous portons un jugement ? Lorsque nous ressentons le triomphe ou que nous sombrons dans la dépression par non-conformité aux attentes, ces émotions sont-elles vraiment les nôtres, ou des réactions magistralement orchestrées d'un mécanisme parfaitement ajusté, fonctionnant impeccablement au sein de la matrice de l'hypnose sociale ? La réponse à cette question est capable de briser la réalité de quiconque osera la chercher jusqu'au bout. Vous avez l'absolue certitude que c'est vous qui avez choisi de lire ou d'entendre ces mots. Ce sentiment de votre propre subjectivité semble si inébranlable que toute tentative de le remettre en question provoque une résistance instinctive. Vous levez la main, faites un pas, choisissez le café plutôt que le thé et croyez que chacun de ces actes est le fruit de votre volonté consciente et souveraine. Pourtant, la science, impitoyable, dissèque cette illusion confortable, nous abandonnant face à la découverte la plus terrifiante de la neurobiologie moderne, la conscience ne décide de rien. Revenons aux expériences classiques de Benjamin Libet, qui ont pour la première fois percé une brèche dans le mur de notre autosuffisance. Grâce à l'électroencéphalographie, on a enregistré le soi-disant potentiel de préparation à une activité cérébrale spécifique qui précède de centaines de millisecondes le moment où une personne prend conscience de son désir de faire un mouvement. Quelques fractions de secondes semblaient n'avoir aucune importance critique, mais ce n'était que le début. Les technologies modernes de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ont transformé cette anomalie scientifique en une véritable horreur existentielle. Les chercheurs de l'Institut Max Planck sont allés bien plus loin. Ils ont proposé à des sujets d'appuyer sur l'un des deux boutons de leur choix, tout en observant l'activité de leur cerveau en temps réel. Les résultats se sont avérés dévastateurs pour le concept du libre arbitre. Le scanner détectait des schémas d'activité neuronale qui indiquaient sans équivoque quel bouton la personne allait choisir, et ce, 7 à 10 secondes avant qu'elle ne prenne elle-même conscience de sa décision. 10 secondes à l'échelle de la neurobiologie, ce n'est pas une simple latence, c'est une éternité. Pendant que vous hésitez, pesez les arguments et croyez mener un processus analytique complexe, votre cerveau a déjà pris sa décision depuis longtemps. Sous la surface lisse de notre conscience se cache un flux de données chaotique, un code biologique primaire que l'on pourrait imaginer comme un ensemble absurde de symboles, à la puissance plus O. Ce bruit neuronal, ce sombre méli-mélo de décharges électriques et de réactions biochimiques dans les ganglions de la base et le cortex préfrontal, est le véritable auteur de nos actes. La conscience, dans ce système, ne joue pas le rôle de directrice générale. Elle fonctionne plutôt comme un département de relations publiques, dont l'unique tâche est d'inventer, a posteriori,
une justification rationnelle et socialement acceptable pour une décision prise dans l'obscurité totale de la boîte crânienne. Ne sommes-nous pas simplement les otages de cette machine biologique complexe? Chaque acte d'héroïsme, chaque explosion de haine, chaque amour passionnel ou chaque trahison, tout cela n'est qu'une cascade déterminée d'ions sodium et potassium traversant les membranes cellulaires. Nos actions sont dictées par la loterie génétique, le niveau d'hormones dans le sang, l'architecture des réseaux neuronaux façonnés par les traumatismes de l'enfance, et même par ce que nous avons mangé au petit déjeuner. Dans cette chaîne ininterrompue de causes et d'effets, il ne reste tout simplement aucune place pour un moi indépendant et désincarné, qui pourrait intervenir et changer le cours des événements. La prise de conscience de ce fait est paralysante. Si tous nos choix ne sont que le résultat mathématiquement inévitable des états antérieurs de la matière, alors la limite même entre le bien et le mal, entre la culpabilité et le mérite, s'efface. La justice, la morale, les institutions sociales, tout cela est basé sur la supposition qu'une personne aurait pu agir différemment. Mais la neurobiologie affirme, non, elle ne le pouvait pas. Au moment de commettre un crime ou de créer un chef-d'œuvre, la configuration des synapses et l'équilibre chimique du cerveau rendaient tout autre scénario physiquement impossible. Nous nous sommes habitués à nous considérer comme les conducteurs du voyage de notre propre vie. Mais la réalité objective indique que nous ne sommes que des passagers, enfermés sur le siège arrière d'un véhicule autonome. Il ne nous reste qu'à regarder par la fenêtre, observant comment le corps réagit aux stimuli, et à nous bercer de l'illusion que c'est nous qui tenons le volant. C'est la forme la plus profonde d'aliénation, devenir un spectateur impuissant dans le cinéma de son propre esprit, où le film a déjà été tourné, et la fin déterminée bien avant que les lumières ne s'éteignent dans la salle. L'obscurité de la boîte crânienne recèle le mécanisme le plus complexe de l'univers connu. Des milliards de neurones tissent chaque seconde une toile de décision que nous croyons naïvement nôtre. Ne serions-nous que des passagers à bord d'un véhicule dont l'itinéraire est tracé par l'évolution, d'anciennes blessures et des réactions chimiques? L'illusion de contrôle est le mécanisme de défense le plus sophistiqué de notre psyché. Nous justifions les accès de colère, les désirs soudains ou les peurs inexplicables par des concepts philosophiques complexes, alors que la véritable cause se tapit souvent dans une banale fluctuation des niveaux de cortisol ou de dopamine. Notre conscience ressemble au faisceau d'une lampe torche, n'arrachant à l'obscurité que les fragments de réalité que le cerveau a déjà sélectionnés, traités et préparés à être consommés. Pouvons-nous réellement revendiquer la paternité de notre propre vie, si chacun de nos pas est dicté par l'architecture de réseaux neuronaux formés sans notre consentement? Imaginez ce code primaire de notre psyché comme un ensemble chaotique de symboles, un bruit incompréhensible, quelque chose comme un signal altéré qui pulse constamment en arrière-plan. Ce bruit blanc du subconscient dicte les schémas comportementaux, nous contraignant à tourner en rond dans les mêmes erreurs. Nous réagissons au déclencheur avant même que le néocortex n'ait le temps de traiter l'information. L'amygdale sonne déjà l'alarme, déversant dans le sang un cocktail d'hormones de stress, et nous ne faisons qu'inventer a posteriori une explication rationnelle à notre panique ou à notre agressivité. Cela ne ressemble-t-il pas à une vie dans une prison invisible, où les barreaux sont faits de nos propres synapses? Pourtant, c'est précisément dans cette vérité froide et impitoyable que réside le germe d'une véritable libération. Reconnaître notre propre conditionnement biologique n'est pas une défaite. C'est une catharsis. C'est le moment où les décors tombent, et nous apercevons enfin les vrais câbles et engrenages qui animent la scène. Accepter notre nature animale et algorithmique confère une force incroyable, car il est impossible de reprogrammer un système dont on ne comprend pas les lois. Celui qui nie ses propres instincts est condamné à en rester l'instrument aveugle. En revanche, celui qui ose regarder en face sa machine intérieure se voit offrir la chance de toucher au panneau de commande. Le chemin de la libération passe par la pleine conscience, mais pas celle vendue dans les pratiques ésotériques populaires. C'est une pleine conscience comme un scalpel cognitif, comme un instrument analytique implacable. C'est la capacité de disséquer nos propres réactions en atomes, en temps réel. Entre le stimulus qui frappe le système nerveux et notre réaction à celui-ci, il existe un interstice microscopique. Une fraction de seconde. C'est dans cette minuscule brèche spatio-temporelle que se tapit notre liberté.
Le défi n'est pas d'anéantir les émotions ou d'effacer les instincts primaires, c'est psychologiquement impossible. Le défi est d'élargir cet interstice, le transformant en un territoire de choix conscient. Chaque pensée automatique qui traverse l'esprit doit être considérée comme une hypothèse, et non comme une vérité absolue. Cette menace est-elle réellement concrète, ou n'est-ce qu'un écho d'un ancien mécanisme de survie activé par un faux signal? Cette impulsion dopaminergique immédiate est-elle vraiment nécessaire, ou n'est-ce qu'un piège astucieux de l'environnement qui a piraté le code de notre système de récompense? Remettre en question nos propres réactions est le travail intellectuel le plus ardu dont l'être humain soit capable. C'est un acte de rébellion intérieure contre la dictature de notre propre cerveau. La neuroplasticité est notre outil pour pirater le système. Le cerveau est capable de modifier sa structure sous l'influence d'une attention focalisée. Chaque fois qu'une réaction automatique est sciemment inhibée, un nouveau chemin neuronal est tracé. Au début, cela ressemble à la percée d'un sentier à travers une jungle impénétrable, exigeant une dépense d'énergie colossale. Le système nerveux opposera une résistance, semant des rationalisations, provoquant des effondrements émotionnels, tentant de nous ramener sur les autoroutes confortables et larges des vieilles habitudes. La pensée critique ne doit pas être dirigée uniquement vers le monde extérieur, les flux d'informations ou les dogmes sociaux. Sa cible principale, la plus vulnérable, c'est nous-mêmes. Nos préjugés, nos distorsions cognitives, nos illusions chéries. Reprendre le gouvernail commence par la volonté d'admettre que la plupart du temps, la commande est aux mains d'un pilote automatique aveugle. Lorsque l'on commence à traquer comment la colère se forme, comment l'anxiété prend racine, comment le désir se construit, un changement fondamental s'opère. La position du simple observateur passif, branché à un appareil de survie, disparaît. Émerge la position de l'opérateur. Ce processus ne sera jamais facile ni confortable. Il exige la froideur détachée d'un chercheur étudiant un virus dangereux dans le laboratoire de sa propre conscience. Mais c'est le seul prix à payer pour le droit de se nommer l'architecte de son propre destin. Observer. Analyser. Ne pas céder au premier élan. Ce n'est qu'ainsi, pas à pas, millimètre par millimètre, que l'on peut arracher le contrôle des mains de l'inertie évolutive. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut devenir plus qu'un simple ensemble de réactions chimiques dans l'obscurité de la boîte